Monsieur, bonsoir, nous sommes le mercredi 18 février et voici les titres de ce journal. Dans l'actualité d'abord, un étudiant est mort en marge d'une conférence de Rima Hassan à Lyon. Plusieurs interpellations ont eu lieu. Nous faisons le point dans la grosse actu de la semaine. Nous irons ensuite à Nice où la tête de liste Juliette Chenel-Leroux a reçu le soutien de 2 poids lourds de la gauche. Autre actualité, une conseillère d'Emmanuel Macron succède à Jack Lang à la tête de l'Institut du monde arabe. À l'international, le secrétaire d'État américain Marco Rubio est en visite dans plusieurs pays européens. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a lui été reçu à Alger. Retour sur les enjeux de ces 2 visites diplomatiques. Enfin, dans la page sport, nous ferons le point sur les derniers résultats dans ces Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Où en est la France au tableau des médailles? A-t-on battu le record sur une édition? Réponse à ces questions à la fin de ce journal. Mais d'abord, commençons par la grosse actualité de la semaine. Le 12 février dernier à Lyon, en marge d'une conférence organisée à Sciences Po, un étudiant de 23 ans, Quentin Derenc, a été violemment agressé par plusieurs individus. Il est décédé 2 jours plus tard, le 14 février, des suites d'un traumatisme crânien. Retour sur les faits avec vous, Louis Barbion. Jeudi 12 février, en début de soirée, une conférence est organisée à Sciences Po Lyon par l'eurodéputé Rima Hassan. L'événement suscite des tensions à l'extérieur de l'établissement, où se rassemblent des militants des positions de politique opposées. Donc, selon les éléments communiqués par le procureur de la République de Lyon, la situation dégénère dans le 7e arrondissement à proximité du lieu de la conférence. Donc, Quentin Derenc, étudiant de 23 ans, se retrouve pris à partie avec 2 autres personnes par un groupe d'individus cagoulés. Pour le présenter brièvement, Quentin Derenc, c'est un étudiant en sciences des données à l'université de Lyon 2. Il défendait des idéologies traditionnalistes et identitaires et incarnait selon son entourage une nouvelle vague de l'extrême droite. Donc les enquêteurs décrivent une agression d'une extrême violence. Le jeune homme est poursuivi, jeté au sol, roué de coups, notamment à la tête, par au moins 6 personnes. Donc les violences sont rapides mais particulièrement brutales. Les secours interviennent et Quentin est transporté à l'hôpital dans un état critique en début de soirée avant de succomber à ses blessures 2 jours plus tard des suites d'un traumatisme crânien. Et suite à sa mort, l'ampleur de l'enquête prend une toute autre tournure. Oui, donc face à la gravité des faits, l'enquête initialement ouverte pour des violences aggravées est requalifiée en homicide volontaire par le procureur de Lyon, Thierry Dran. Les investigations s'appuient sur des témoignages et des images de vidéosurveillance. Donc 5 des 6 personnes, dont certains étaient fichés S, ont été formellement identifiés par les enquêteurs comme étant impliqués dans le passage à tabac. Elles seraient liées au mouvement d'ultra-gauche, la Jeune Garde, qui est un groupe antifasciste dont la dissolution a été annoncée l'année dernière, en 2025. Donc à ce stade, ces individus ont été identifiés mais pas encore interpellés. Donc les investigations se poursuivent afin de déterminer précisément les rôles de chacun. Mais depuis ce matin, de nouvelles vidéos sont apparues et plusieurs interpellations ont eu lieu. Oui, sur les dernières images diffusées, on observe une rixe opposant une quinzaine d'individus de chaque côté, appartenant à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Donc les 2 groupes seraient armés de gants coqués, de béquilles et de gaz lacrymogènes. Donc en prenant la fuite, les individus d'extrême droite auraient laissé derrière eux Quentin, qui aurait ensuite été battu au sol quelques minutes plus tard jusqu'à en perdre la vie. Donc grâce à ces nouvelles vidéos, ce ne sont plus 6 mais 11 personnes qui ont été interpellées, 8 hommes et 3 femmes, tous âgés d'une vingtaine d'années. Merci Louis. Et dans ce climat d'extrême tension, le siège national de la France Insoumise a été évacué ce matin à la suite d'une alerte à la bombe. On passe maintenant à la page locale. Un homme de 38 ans a été tué par balle hier soir à Nice, dans le quartier des Liserons. 7 suspects ont été interpellés. La victime, un agent de propreté connu des autorités, a été touché alors qu'elle fuyait les tirs. Une enquête a été ouverte pour assassinat en bande organisée. 3 hommes ont braqué un kiosque à bijoux dans le centre commercial Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var. Les faits se sont déroulés lundi soir après la fermeture des boutiques. Le préjudice pourrait atteindre 800 000 € selon une source policière citée par Nice Matin. Aucun blessé n'est à déplorer. À Nice, un homme d'une trentaine d'années a été grièvement blessé au couteau près du boulevard Gambetta lundi soir. Il a été transporté à l'hôpital Pasteur de Nice. Le procureur de la République, Damien Martinelli, a ouvert une enquête pour tentative d'homicide. 4 personnes ont été interpellées. À un mois du premier tour des municipales, la gauche tente d'élargir son terrain de jeu à Nice. Longtemps dominée par la droite sur les questions de sécurité, la campagne voit désormais ce thème être investi par la candidate écologiste Juliette Chenel-Leroux, soutenue ce week-end par les leaders nationaux du Parti socialiste et des écologistes, Léa Canet. Alors la sécurité n'est pas un thème secondaire à Nice, on le sait. Elle structure le débat politique local depuis des années. Ville marquée par les attentats, par les violences liées au narcotrafic et par une forte demande d'autorité, Nice a fait de la fermeté un marqueur central de son identité politique. Dans ce paysage, la droite a longtemps imposé son récit jusqu'à en faire de la sécurité un quasi-monopole dans le débat public.
En décidant d'investir ce terrain, Juliette Chenel-Leroux opère donc un déplacement stratégique majeur. Il ne s'agit pas simplement d'ajouter un chapitre sécuritaire à un programme traditionnellement axé sur l'écologie et le social. Il s'agit de contester un rapport de force symbolique. Ça, je cite, sécurité à 360 degrés, présence policière accrue, prévention, justice sociale, action sur le logement, cadre urbain, vise à redéfinir le concept même de sécurité en l'élargissant au-delà de la seule réponse répressive. Cette stratégie répond à une double contrainte. D'un côté, la gauche sait qu'elle ne peut espérer gouverner une ville comme Nice sans apparaître crédible sur les questions d'ordre public. De l'autre, elle ne peut se contenter d'imiter les propositions de la droite sous peine d'y perdre son identité politique. L'équilibre est délicat, il faut élargir sans se diluer. Et le contexte local ajoute une dimension particulière à ce pari. Nice demeure historiquement ancrée à droite, mais la rivalité persistante entre Christian Estrosi et Éric Ciotti fragilise la cohérence de ce bloc. Cette division ouvre théoriquement un espace politique, encore faut-il être en capacité de le capter. C'est dans cette perspective que la présence d'Olivier Faure et de Marine Tondelier prend tout son sens. Leur déplacement ne relève pas seulement d'un soutien partisan, il inscrit la bataille niçoise dans une stratégie nationale. À un an de l'élection présidentielle, les municipales sont perçues comme un test grandeur nature pour l'union de la gauche, hors de ses passions traditionnelles. Le Sud-Est constitue depuis plusieurs scrutins un terrain favorable à la droite et à l'extrême droite. Le Rassemblement national y réalise des scores élevés et structure une partie du débat public. Si la gauche parvient à progresser à Nice en s'appropriant un thème aussi sensible que la sécurité, elle enverra un signal politique bien au-delà de la Côte d'Azur. Mais le pari comporte des risques. Tout à fait. Le premier, il est électoral. La droite reste solidement implantée et bénéficie d'un capital de crédibilité sur les questions sécuritaires. Le second est stratégique. En déplaçant le débat sur ce terrain, la gauche s'expose à être évaluée selon les critères de ses adversaires. Enfin, l'union demeure incomplète, notamment avec l'absence de la France insoumise, ce qui limite la portée du rassemblement affiché. Nice devient ainsi un laboratoire politique, non pas seulement pour tester une alliance, mais aussi pour éprouver une ligne stratégique, celle d'une gauche qui cherche à élargir son audience en assumant ses thèmes régaliens, sans renoncer à ses fondamentaux sociaux et écologistes. Le scrutin niçois dira donc davantage qu'un simple rapport de force municipale. Tout à fait, il indiquera si la gauche est capable de recomposer son discours dans des territoires réputés difficiles, ou si cette tentative confirme les limites de son élargissement. À Nice, la question n'est pas seulement de conquérir une mairie, c'est de savoir si un nouvel équilibre politique peut émerger en vue de 2027. Merci Léa, passons maintenant à la page nationale. La diplomate Anne-Claire Legendre prend la tête de l'Institut du monde arabe, conseillère d'Emmanuel Macron pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Elle succède à Jack Lang, démissionnaire. C'est la première femme à présider l'Institut depuis sa création. 3 morts dans les Alpes après 2 avalanches. 2 skieurs hors piste ont été emportés à La Grave et un randonneur a perdu la vie à Valloire. Les secours sont toujours mobilisés et appellent à la plus grande prudence en montagne. Un nouvel épisode météorologique va toucher la France entre mercredi et jeudi avec le passage de la tempête Pedro. D'importantes chutes de neige sont attendues en montagne. Place désormais à la page internationale. Emmanuel Macron est arrivé hier en Inde pour une visite officielle de plusieurs jours. Après une étape à Mumbai où il a recruté des investisseurs, il a inauguré à distance une ligne d'assemblage d'hélicoptères Airbus à Bangalore. Demain, il rejoindra New Delhi pour un sommet sur l'intelligence artificielle. Une visite qui pourrait rapporter gros à la France. L'Inde devrait acquérir 114 Rafales français. Ce sont 2 pays qui ne se parlent presque plus. Les relations entre la France et l'Algérie sont au point mort depuis plusieurs mois. Mais le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, entend faire mieux que son prédécesseur Bruno Retailleau. Il s'est rendu en Algérie lundi et mardi pour aborder des sujets cruciaux et réconcilier les 2 États. Un point sur les enjeux de ces déplacements de Laurent Nunez. Marius Druard. Le ministre de l'Intérieur a répondu favorablement à l'invitation de son homologue algérien Saïd Sayoud. C'est déjà une promesse et une prouesse. Au cœur des échanges pendant ces 2 jours, il y a notamment eu le grand thème de la sécurité. L'objectif est de relancer la coopération contre le terrorisme et le narcotrafic. Mais la question migratoire est aussi centrale, en particulier concernant le retour en Algérie des ressortissants en situation irrégulière. À ce jour, aucun OQTF algérien n'a été accepté par Alger. C'est l'un des points brûlants du dossier. Et pourquoi ce déplacement est-il aussi stratégique aujourd'hui ? Parce que la crise diplomatique a aujourd'hui atteint un niveau inédit. Elle s'est aggravée après les tensions liées au Sahara occidental, mais aussi après des incidents diplomatiques et judiciaires. Le dialogue sécuritaire était quasiment à l'arrêt. Pour un ministre de l'Intérieur, c'est déjà un problème majeur, d'autant que Laurent Nunez a récupéré une situation encore davantage détériorée suite au passage de Bruno Retailleau. Mais alors, suite à cette visite, peut-on s'attendre à des résultats rapides ? Rien n'est garanti, mais le simple fait de reprendre des discussions politiques directes marque un changement majeur. Dans un contexte où la relation entre Alger et Paris était gelée, c'est déjà un signal diplomatique important.
L'enjeu sera maintenant de transformer ce dialogue en résultat concret et peut-être de faire libérer Christophe Glaise, qui est toujours emprisonné depuis plus de 230 jours en Algérie. Mais aucune rencontre avec le président algérien Tebboune n'est encore prévue. Le dégel des relations n'en est donc qu'à sa première phase. Merci Marius. Il était une figure de la lutte pour les droits des Afro-Américains. Le pasteur Jesse Jackson est mort à l'âge de 84 ans. Jackson a participé à certains des épisodes les plus marquants du combat pour l'égalité raciale aux États-Unis. Il était aux côtés de Martin Luther King lorsqu'il a été assassiné en 1968 à Memphis. Il avait également été candidat aux élections présidentielles de 1984 et 1988. Le surfeur californien Kurt Van Dyke a été retrouvé mort à son domicile au Costa Rica. Les autorités privilégient la piste d'un homicide lors d'un cambriolage. L'homme de 66 ans présentait des traces de strangulation et de coups de couteau. Sa compagne a pu s'échapper. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est lancé dans une tournée européenne depuis le début de la semaine, au programme des passages successifs en Allemagne, en Slovaquie, en Hongrie, avec un objectif, redessiner la stratégie américaine sur le vieux continent. Décryptage avec vous, Marius. La tournée européenne de Marco Rubio intervient dans un moment de tension entre Washington et certaines nations européennes. Officiellement, il s'agit de discuter de sécurité, d'énergie et de coopération militaire. En Allemagne, Marco Rubio a participé à la conférence sur la sécurité de Munich, un rendez-vous majeur pour coordonner la stratégie occidentale face aux crises globales. Le message américain était double, maintenir l'OTAN comme pilier central tout en demandant aux Européens de prendre davantage en charge leur défense. Mais en coulisses, les États-Unis veulent renforcer leurs relations avec les pays idéologiquement proches, et en particulier ceux d'Europe centrale. Alors, que s'est-il passé dans ces pays visités ? À Bratislava, le secrétaire d'État américain a défendu l'idée d'un partenariat équilibré, affirmant que les États-Unis ne souhaitent pas une Europe dépendante, mais un allié fort. Les discussions avec le Premier ministre slovaque Robert Fico ont porté sur le nucléaire civil, la diversification énergétique et la modernisation militaire, avec un objectif clair, réduire la dépendance régionale aux ressources russes, tout en renforçant la coopération industrielle avec Washington. Et en Hongrie, plus récemment, la visite a pris une dimension électorale. Marco Rubio a publiquement soutenu son ami Viktor Orban avant des élections législatives en avril prochain. Il a souligné l'importance de la Hongrie pour les intérêts américains et le soutien de l'administration américaine actuelle à la stabilité politique du pays. Au final, cette tournée ressemble autant à une opération diplomatique qu'à un mouvement stratégique visant à redéfinir l'équilibre des alliances occidentales. Merci beaucoup Marius, et on l'a appris il y a quelques minutes, la diplomate Leila Chaïd, ancienne représentante de la Palestine auprès de la France et de l'Union européenne, est décédée à l'âge de 76 ans. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité dans le monde. Il est l'heure de passer à la rubrique sport présentée par Jules Cotalorda. Place au sport désormais, avant de parler des Jeux Olympiques de Milan-Cortina, un petit point sur le reste de l'actualité, en commençant par la page locale, Jules. Oui, avec l'AS Cannes Volley qui se sépare de son entraîneur Constant Chouassi. Le technicien franco-camerounais arrivé en début de saison semble payer des résultats en dents de scie. L'équipe est 9e de Marmara Split League, la première division du volley français, et la qualification en play-off n'est pas encore assurée. L'intérim au poste d'entraîneur devrait être assuré par Frédéric Trouvé. Dimanche, les Cannois reçoivent Montpellier, 2e du classement, en clôture de la 22e journée de championnat. Et un petit peu plus de joie, un peu plus loin sur la Côte d'Azur, dans le Var, où les basketteurs toulonnais ont signé un très bel exploit. Oui, le hier Toulon Var Basket, pensionnaire de 2e division, s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Les Varois ont battu hier soir Chalon-sur-Saône, qui évolue en D1 dans un palais des sports de Toulon en lévitation. C'est en prolongation que les locaux ont fait la différence pour offrir un moment magique à leur public. En demi-finale, le HTV recevra Le Mans, autre équipe de D1, pour continuer à rêver. Et en football, le Paris Saint-Germain a fini par s'en sortir à Monaco en barrage aller de Ligue des Champions. Ouais, même si la rencontre à Louis II n'avait pas démarré sous les meilleurs auspices pour la bande à Luis Enrique, coupable d'importants errements défensifs. Les Monégasques ont ouvert le score dès la première minute de jeu par l'intermédiaire de Falorin Balogun. L'international américain s'est même offert un doublé à la 18e pour porter le score à 2-0. Et comme rien ne souriait aux Parisiens en ce début de match, Vitinha a raté un penalty à la 22e, une tentative repoussée par le gardien monégasque Philippe Keun. Et 4 minutes plus tard, c'est Ousmane Dembélé qui a dû quitter ses partenaires sur blessure. Mais le PSG a ensuite bien remis la marche en route. Ouais, avec un but signé Désiré Doué sur l'un de ses premiers ballons. Après pourtant 28 minutes de jeu, un superbe petit ballon de Barcola qui élimine la défense monégasque sur la gauche de la surface et une frappe sèche de Doué, petit filet opposé, réduction de l'écart. Et 13 minutes plus tard, c'est Achraf Hakimi qui va permettre au PSG d'égaliser après une frappe repoussée
par une frappe repoussée de Désiré Doué, 2 buts partout à la pause. Mais la seconde période sera bien délicate pour l'ASM, avec l'expulsion d'Alexander Golovin, dès l'entame après une semelle dangereuse sur le protège tibia de Vitinha. Paris confisque le ballon, mais n'arrive toujours pas à marquer ce 3e but, malgré une possession de plus de 80% sur l'ensemble de la rencontre. Monaco fait le dos rond, mais va finir par craquer à cause de l'homme de cette soirée, Désiré Doué. À la 67e, le Français conclut une jolie action parisienne pour porter le score à 3-2. Le score ne bougera plus et Paris prend une belle option pour la qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions. La manche retour aura lieu mercredi prochain au Parc des Princes. Et filons maintenant en Italie, direction les Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Et Jules, on commence avec un immense bonheur. Il nous vient une nouvelle fois du biathlon et du relais féminin de l'équipe de France. Ouais, elles l'ont fait. Camille Bennet, Lou Jean Monod, Océane Michelon et Julia Simon. Elles sont allées le chercher, cet or olympique. Après un départ un peu compliqué avec Camille Bennet, Lou Jean Monod a opéré une remontée fantastique pour remettre l'équipe dans le bon chemin. Océane Michelon et Julia Simon ont ensuite assuré pour apporter une 17e médaille à la délégation tricolore lors de ces Jeux olympiques. Le record de breloques récolté sur une édition des Jeux avait déjà été battu hier par le relais masculin. Ce sont les compères de Julien Simon, Lou Jean Monod, Camille Bennet et et Océane Michelon qui sont allés la chercher, cette nouvelle médaille. Mais c'est effectivement un record qui à Sochi et puis à Pyeongchang quelques années plus tôt avait été égalé, 15 médailles, ça en fait 16 médailles, le record, et la 17e aujourd'hui. La France a remporté l'ensemble de ses relais biathlon lors de ces Jeux Olympiques, le mixte, le masculin et donc le féminin. Ouais, sacrée performance. Hein. Et en ski de fond, l'équipe de France masculine n'a malheureusement pas connu la même réussite en sprint par équipe homme. Ouais, une 12e place pour les coéquipiers de Mathis Desloges, une 12e place après un bâton cassé à 2 reprises par le skieur. C'est une petite déception tout de même, mais on continuera à les suivre. Une 12e place donc pour cette équipe du relais en sprint par équipe homme. Et dans les autres résultats de la journée, côté français, une légère déception pour Romain Allemand en snowboard slopestyle. Ouais, le jeune homme de 19 ans, premier français vainqueur d'une étape de Coupe du Monde de snowboard slopestyle, c'était en Suisse à la mi-janvier, et bien a terminé 5e de cette épreuve olympique à Livigno. C'était tout à l'heure entre midi et 2. Il était un petit peu déçu à chaud, le natif de Marseille, qui n'a pas pu montrer tout ce qu'il savait faire. Son coach a même déclaré que c'était l'une des premières fois où il doutait de son snowboard et qu'il l'avait jamais vu dans cet état. Donc dans cette situation, une 5e place serait tout de même une belle réussite, sans oublier qu'il devenait le premier français à concourir en snowboard slopestyle lors de ces Jeux Olympiques. Une première donc dans l'histoire, une belle fierté donc pour Romain Allemand en attendant 2030 et les Jeux dans les Alpes françaises. Et en ski alpin, avec le slalom, on a aussi donné rendez-vous en 2030 avec des performances prometteuses pour Kathleen McFarlane. Ouais, un top 10 pour la skieuse de 23 ans, née en Australie, arrivée en Haute-Savoie à l'âge de 3 ans. Elle n'était jamais rentrée dans le top 10 en Coupe du Monde. C'est fait dans la plus belle des compétitions, les Jeux Olympiques. Pas de médaille pour les autres Françaises. Marie Lamure prend la 15e place, tandis que Marion Chevrier et Dorian Escanet sont sortis au cours de la première et la seconde manche. Mais c'est la plus grande athlète de l'histoire du ski alpin, homme-femme confondus, qui a raflé l'or olympique. Michaela Schifrin s'est imposée devant la Suissesse Camille Rast et la Suédoise Anna Sven Larsson. L'Américaine, qui compte 108 victoires en Coupe du Monde, devient triple championne olympique avec une 2e médaille d'or en slalom, 12 ans après le sacre de Sochi en 2014. Merci beaucoup Jules, on passe maintenant à la météo. Il y aura de la pluie cette nuit, mais demain le soleil fera son retour à partir de la fin de matinée. Vendredi, la journée sera très belle, il fera jusqu'à 18 degrés à Nice. Ça peut être l'opportunité peut-être d'aller bronzer sur la plage. Du soleil encore samedi sur la Côte d'Azur. Dimanche, pour terminer la semaine, le ciel sera un peu plus voilé. 13 degrés sont attendus à Grasse. Il fera 14 à Antibes, Nice et Menton. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, place à Club EDJ avec Enzo Puren. Merci à vous tous et à Samy et Jeff à la régie. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau JT. D'ici là, portez-vous bien. Allez.